Je m'appelle Chloé, et j'avais 27 ans le soir où ma mère a transformé l'héritage de ma grand-mère en une blague. Nous étions à la moitié du dîner quand elle a posé sa fourchette, s'est adossée comme une reine faisant une annonce, et m'a fait un sourire narquois par-dessus la table. « Oh, au fait, dit-elle fort, comme si elle venait de se souvenir de quelque chose d'anodin. J'ai vendu tes bijoux, ceux que ta grand-mère t'a offerts, et j'ai utilisé l'argent comme acompte pour la nouvelle Peugeot de ton beau-père. » Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Ma mâchoire s'est crispée, mais j'ai refusé de lui donner la satisfaction d'une réaction. Avant que je puisse dire un mot, mon beau-père a éclaté de rire et a applaudi. « Enfin des décisions intelligentes », s'exclama-t-il en jubilant, comme si c'était une sorte de victoire pour l'équipe. Ma mère s'est délectée de l'attention, qualifiant cela de vieille relique poussiéreuse qu'elle avait intelligemment transformée en 11 000 €. Elle se vantait d'avoir été si intelligente dans la négociation, de la fierté qu'aurait ressentie ma grand-mère si elle avait pu voir la voiture neuve et brillante garée dans l'allée. Chaque mot était un couteau. Ces bijoux n'étaient pas seulement du métal et des pierres. C'était la dernière promesse que ma grand-mère m'avait faite. Un morceau de l'histoire de notre famille qu'elle m'avait confié à garder. Maintenant, ma mère riait de l'avoir vendu sans même me demander. Je suis resté assise là, le visage parfaitement impassible, tandis que quelque chose de froid et de tranchant s'installait en moi. Si ma propre mère pouvait monnayer mon héritage pour des applaudissements à table, qu'était-elle prête à vendre d'autres? Et quand la vérité sur cette vente finirait par éclater, la détruirait elle, ou nous tous? Vous avez entendu ma mère se vanter d'avoir vendu mon héritage pour une voiture, mais vous n'avez pas vu ce qui arrive quand cette décision intelligente lui explose au visage. L'appel téléphonique furieux de l'acheteur, les courriels secrets, les enregistrements, le procès. Restez jusqu'à la fin pour voir jusqu'où j'ai dû aller pour reprendre ce qui m'appartenait et la faire payer pour avoir mis un prix sur sa propre fille. Le lendemain matin, mon téléphone s'est mis à sonner avant même que j'aie bu mon café. Je ne reconnaissais pas le numéro, alors j'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose au fond de moi m'a dit de décrocher. « Est-ce bien Chloé ?» lança une voix d'homme à la seconde où je répondis. « Je dois savoir à quel jeu votre famille joue avec moi. » Mes doigts se sont resserrés sur le téléphone. « Qui est-ce ? » « Je suis celui qui a acheté vos bijoux, » cria-t-il presque. La parure de saphir. « Votre mère a juré que tout le monde était d'accord avec la vente, et maintenant je découvre que ce n'est pas vrai. Avez-vous la moindre idée du pétrin juridique dans lequel je pourrais être entraîné s'il s'agissait de biens volés ? » La pièce a vacillé un instant. « Je n'ai jamais donné mon accord pour quoi que ce soit, » ai-je réussi à dire. « Ces bijoux m'ont été légués. Je n'ai découvert qu'elle les avait vendus qu'hier soir. » Il y eut un silence stupéfait de son côté. Puis une malédiction amère. Alors elle m'a menti par écrit. Je vous envoie une copie du contrat et de ses courriels. Il y a un délai de rétractation de 7 jours en cas de fausse déclaration. Je ne vais pas tomber pour ces mensonges. Quand les documents sont arrivés dans ma boîte de réception, mon estomac s'est retourné. Dans le contrat, sous « propriétaire », ma mère avait coché « propriétaire unique » et tapé mon nom sur une ligne qui disait « Ma fille Chloé a consenti à cette vente ». Elle avait même signé avec une imitation maladroite de mon écriture. Et c'était là, en petits caractères, l'acheteur pouvait annuler dans les 7 jours si le vendeur avait fait une fausse déclaration sur la propriété. Nous étions au 2e jour. Une concentration lente et glaciale s'est emparée de moi. Elle n'avait pas commis une erreur impulsive sur un coup de tête au dîner. L'échange de courriels remontait à 3 mois. Je connaissais ces mots de passe, même nom d'animal de compagnie, même chiffre, toujours. Je me suis connecté à son compte, les mains stables, sans trembler. Fil après fil, la même histoire se répétait, elle plaisantait sur le fait de jouer la mère dévouée tout en empochant l'argent, envoyant des photos de la note de ma grand-mère en appelant ça un « levier utile ». Mais ce qui m'a vraiment serré la poitrine, c'est une capture d'écran bancaire qu'elle avait envoyée à une amie. Seule une partie des 11 000 € était allée à la voiture. Le reste avait été viré comme acompte à une clinique de chirurgie esthétique en Suisse et à un week-end dans un hôtel de luxe sur la Côte d'Azur. Aucune mention de soutien à la famille. Elle lui avait menti à lui aussi. Les messages de mon beau-père dans sa boîte de réception étaient pleins d'inquiétude sur l'argent et de culpabilité à l'idée d'assumer un paiement de voiture. Il n'avait aucune idée que les bijoux avaient financé la transformation et l'escapade secrète de sa femme. Elle se jouait de nous tous. À cet instant, la trahison a cessé d'être abstraite pour devenir un tableur, une chronologie, une stratégie.
Ce n'était pas une mère stressée qui prenait une mauvaise décision. C'était prémédité. Si une trahison a été soigneusement planifiée pendant des mois, est-ce encore une erreur, ou est-ce un choix de blesser les personnes qui vous font le plus confiance? Connaître la vérité et la prouver sont deux choses très différentes. Les documents de l'acheteur, le consentement falsifié, les courriels sur son plan astucieux, tout cela était puissant, mais mon avocate en voulait plus. Quand j'ai appelé le cabinet de l'avocate spécialisée en succession à Lyon et que j'ai tout exposé, elle a écouté sans m'interrompre, puis a dit « Vous avez un dossier solide pour fraude et détournement, Chloé, mais un aveu de la propre bouche de votre mère le rendrait indéniable. Ne la confrontez pas frontalement pour l'instant. Laissez-la parler. » Ce fut le jour où j'ai arrêté de réagir et commencé à agir. Je me suis excusé auprès de ma mère au dîner, lui disant que j'avais été trop dramatique, que j'essayais de passer à autre chose. J'ai complimenté la voiture. J'ai demandé ce que ça faisait de conduire enfin quelque chose de bien. Ses yeux se sont illuminés, la méfiance se fondant dans une satisfaction suffisante. « Tu vois, je t'avais dit que c'était pour le mieux, » dit-elle en faisant tourner son vin. « Tu grandis enfin. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon téléphone, face cachée sur la table à côté de mon assiette, enregistrait silencieusement. J'ai joué la fille obéissante, j'ai demandé comment elle avait réussi à obtenir un si bon prix, comment elle avait convaincu l'acheteur si rapidement. Elle s'est mise à tout déballer. Les hommes comme ça adorent les histoires larmoyantes. Mère célibataire, fille ingrate qui n'apprécie jamais rien, un héritage qui prend la poussière. Il m'a pratiquement jeté l'argent à la figure, dit-elle avec un petit rire. Et le meilleur, c'était de voir ton visage quand je te l'ai dit. Mon Dieu, le regard dans tes yeux. Elle s'interrompit, souriant pour elle-même comme si mon choc avait été une sorte de divertissement tordu. Plus tard cette semaine-là, je l'ai entendue dans la cuisine avec sa meilleure amie. Alors, j'ai de nouveau appuyé sur enregistrer depuis le couloir. « Tu as vraiment falsifié sa signature » murmura son amie. Ma mère a ricané. « S'il te plaît. Elle ne fait jamais rien avec ces trucs de toute façon. Et honnêtement, lui faire un peu de mal est la seule façon pour elle d'apprendre. Si elle le sent, elle s'en souvient. » Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Alors qu'elle continuait, la voix basse mais venimeuse, « Ma fille pense que la sentimentalité est un trait de personnalité. Je briserai ce fantasme pour 11 000 € n'importe quand. Elle peut pleurer sur son héritage pendant que je me refais une beauté et que je prends un week-end où personne ne se plaint. » Entendre cette phrase m'a fait plus de mal que d'apprendre la vente elle-même. Ce n'était pas du désespoir. Ce n'était pas de la survie. C'était du plaisir. J'ai envoyé les 2 enregistrements à mon avocate avec les courriels et le contrat. La réponse fut presque immédiate, c'est exactement ce dont nous avions besoin. Je fixais mon téléphone, entendant la voix de ma mère résonner dans ma tête, se vantant du plaisir qu'elle avait eu à me faire du mal. Quand vous enregistrez secrètement votre propre mère juste pour l'empêcher de réécrire la réalité, êtes-vous encore son enfant, ou êtes-vous finalement devenu son ennemi? La décision suivante que j'ai prise m'a semblé être un saut dans le vide. J'ai choisi de tout montrer à mon beau-père. J'ai attendu qu'il rentre du travail seul, sans le bruit de ses talons derrière lui. Il a jeté ses clés dans le bol, parlant déjà d'un client, jusqu'à ce qu'il voie mon visage et s'arrête. « Nous devons parler de la voiture » dis-je doucement. Il a froncé les sourcils. « Si c'est à propos de la semaine dernière, ta mère a déjà, ce n'est pas à propos de la semaine dernière, » l'ai-je interrompu. C'est sur la façon dont elle l'a payé. J'ai sorti les courriels, la ligne falsifiée sur mon consentement, la capture d'écran bancaire avec le virement à la clinique de chirurgie et au complexe hôtelier. Puis je lui ai fait écouter l'enregistrement du dîner où elle traitait mon héritage comme une blague, et celui de la cuisine où elle admettait avoir falsifié ma signature et disait que me faire du mal était la seule façon pour moi d'apprendre. J'ai regardé son expression s'effondrer lentement, passant de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à de la nausée. Elle m'a dit que c'était à elle, dit-il d'une voix rauque. Elle a dit que sa mère le lui avait donné, que tu ne t'en souciais pas. Je pensais que c'était entre vous deux. Elle nous a menti à tous les deux, dis-je. Tu as ri au dîner parce que tu lui faisais confiance. Je suis restée silencieuse parce que j'ai réalisé que je ne pouvais pas, il s'assit lourdement, se frottant le visage. Et la chirurgie. L'hôtel. Son idée de soutenir la famille, apparemment. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans nos vies, il ressemblait moins au coéquipier de ma mère qu'à quelqu'un qui s'était aussi fait avoir.
Envoie-moi tout ça, dit-il finalement. Si elle m'a entraîné dans ce pétrin, je mérite de savoir exactement jusqu'où ça va. Lui envoyer les fichiers, c'était comme choisir un camp et réaliser qu'il pourrait en fait être du mien. La deuxième alliance est venue d'un endroit que je n'aurais jamais attendu, ma grand-mère, la propre mère de ma mère. On m'avait toujours dit qu'elle était trop malade pour nous rendre visite, que des drames familiaux avaient compliqué les choses. Mais dans le carnet en cuir que ma grand-mère avait laissé avec les bijoux, il y avait une adresse et un numéro de téléphone. Un après-midi, j'ai conduit jusqu'à la petite maison en Provence écrite de sa main, le cœur battant la chamade en remontant l'allée. La femme qui a ouvert la porte était plus âgée, plus frêle, mais ses yeux étaient vifs et familiers. « Tu es Chloé » dit-elle doucement avant même que je puisse me présenter. À l'intérieur, autour de tasses de thé qu'aucune de nous n'a vraiment bu, je lui ai tout raconté, la vente, le consentement falsifié, l'appel de l'acheteur, les enregistrements. Quand j'ai fait jouer la voix de ma mère se vantant de briser mon fantasme et d'utiliser ma douleur comme une leçon, la main de ma grand-mère s'est mise à trembler. « Elle n'a pas changé » murmura-t-elle. Quand elle était plus jeune, elle a volé les fonds universitaires de sa sœur et a blâmé une erreur de paperasserie. Elle a mis ma bague de mariage au clou une fois et a dit à tout le monde qu'elle avait été perdue dans un déménagement. Nous l'avons couverte parce que nous pensions qu'elle finirait par grandir. Les larmes montèrent à ses yeux, non seulement pour moi, mais pour une vieille blessure non guérie. Je t'ai laissé ces saphirs parce que je voulais une chose dans cette famille qu'elle ne pourrait pas détourner. Et elle l'a fait quand même. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine à ces mots. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de pierre. Il s'agissait de générations de personnes réparant silencieusement les dommages causés par une seule personne. Je ne la couvre pas, dis-je. Pas cette fois. Ma grand-mère hocha lentement la tête, une résolution se durcissant sur ses traits. Alors moi non plus. Si tu rends ça public, je serai à tes côtés. Elle ne se cachera plus derrière mon silence. Cette nuit-là, mon avocate a suggéré un plan, une réunion de famille présentée comme un dîner commémoratif pour le défunt mari de ma grand-mère, où la vérité serait exposée devant des témoins. Courriel, enregistrement, la déclaration de l'acheteur, et ma grand-mère elle-même. Si les gens qui avaient toujours cru la version de ma mère voyaient enfin de quoi elle était capable, il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Quand les personnes que vous avez toujours supposées défendre votre mère déplacent discrètement leur chaise de votre côté, que signifie encore la famille? Le sang, ou ceux qui refusent de vous laisser seul? Nous avons présenté cela comme un simple dîner de famille pour honorer l'anniversaire de mon grand-père. Ma mère aimait tout ce qui la mettait au centre de la pièce, alors elle a accepté instantanément, planifiant déjà le menu et commentant à quel point ce serait agréable d'avoir tout le monde réuni. Elle n'avait aucune idée. La salle à manger s'est remplie de parents que je n'avais pas vus depuis des années, une tante qui prenait toujours le parti de ma mère, des cousins qui croyaient chaque histoire qu'elle racontait, et bien sûr, mon beau-père, planant discrètement près du mur, ses yeux ne trahissant rien. Ma grand-mère est arrivée la dernière. Quand ma mère l'a vue à la porte, elle s'est figée une seconde, puis a forcé un sourire éclatant. « Maman !» Quelle surprise, dit-elle, mais il y avait une fissure dans sa voix. « Chloé m'a invité, » répondit calmement ma grand-mère. « C'est bien que nous soyons tous là. Au début, nous avons fait comme si de rien n'était. Conversation légère, verre qui trinque, souvenir de mon grand-père. Ma mère a saisi chaque occasion de se présenter comme la belle-fille et la mère aimante. Je l'ai laissé occuper la scène parce que je savais que j'étais sur le point de la lui prendre. Après le dessert, je me suis levé et me suis éclairci la gorge. « Il y a quelque chose dont je dois parler, » dis-je. C'est à propos des bijoux de grand-mère. L'atmosphère de la pièce a changé. Le sourire de ma mère s'est crispé. Chloé, ce n'est vraiment pas le moment. C'est exactement le moment, l'interrompit ma grand-mère, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. J'ai placé une copie imprimée du contrat de vente au centre de la table. Voici le contrat pour la vente de mon héritage, dis-je. Celui qui stipule que ma mère est l'unique propriétaire et que j'ai consenti à la vente. Les yeux ont parcouru la page. Quelqu'un a halté en voyant mon nom écrit d'une écriture qui ressemblait à la mienne, mais pas tout à fait. Je n'ai jamais signé ça, ai-je continué. Je n'ai jamais été d'accord. Et l'acheteur m'a appelé le lendemain, furieux parce qu'il avait réalisé qu'on lui avait menti. Avant que ma mère ne puisse se lancer dans ses habituelles pirouettes, j'ai touché mon téléphone et j'ai laissé jouer le premier enregistrement. Sa voix a rempli la pièce, se vantant d'avoir transformé un vieil héritage poussiéreux en 11 000 €,
se moquant de ma réaction, racontant à quel point elle avait été maligne. Puis est venu le deuxième enregistrement, celui de la cuisine. Les mots flottaient comme du poison dans l'air, point et honnêtement, lui faire un peu de mal est la seule façon pour elle d'apprendre. Je briserai ce fantasme pour 11 000 € n'importe quand. La main de ma tante a volé à sa bouche. Une cousine a arrêté d'enregistrer sur son téléphone, puis a recommencé, réalisant ce qu'elle capturait. Le visage de ma mère est devenu pâle, puis rouge, puis quelque chose entre les deux. « Tu m'as enregistré ?» siffla-t-elle. Espèce de sournoise, ingrate, je t'ai enregistré pour que tu ne puisses pas appeler ça un malentendu, dis-je. Pour que tu ne puisses pas prétendre que c'était pour aider la famille. Ma grand-mère a sorti de son sac le carnet en cuir qui avait tout déclenché. Ceci est mon écriture, dit-elle en tournant à la page où elle avait écrit que les saphirs étaient pour moi et pour moi seul. Je les ai laissés à Chloé parce que je savais que tu prendrais tout ce sur quoi tu pourrais mettre la main. Je ne pensais juste pas que tu irais aussi loin. Ma mère a balbutié quelque chose sur le stress et les factures, sur le fait d'avoir été forcée de faire un choix difficile. C'est alors que mon beau-père a pris la parole, sa voix stable mais froide. Forcé, dit-il. Tu m'as dit que les bijoux étaient à toi. Tu n'as jamais mentionné de falsification. Tu n'as jamais mentionné de clinique de chirurgie ou de week-end dans des complexes hôteliers. Tu m'as menti à moi aussi. Chaque regard à table s'est tourné vers elle. La reine de la pièce n'avait soudainement plus aucun partisan. En haut-parleur, la voix de l'acheteur s'est fait entendre. Il avait accepté de se joindre à l'appel sur la suggestion de mon avocate. Il a confirmé la fausse déclaration, le consentement falsifié, la fenêtre d'annulation de 7 jours. Je ne la protège pas, dit-il sèchement. Si cela va au tribunal, je témoignerai. Ma grand-mère a regardé ma mère, la douleur et la fureur se mêlant dans son regard. À partir de ce jour, tu n'es plus ma fille, dit-elle doucement, mais tout le monde l'entendit. Si tu peux vendre l'héritage de ton enfant et rire du mal que tu as causé, tu n'appartiens pas à cette famille. À cet instant, ma mère n'était pas la victime d'un malentendu ou une martyre incomprise. Elle était juste une femme assise seule à une table pendant que tous les autres s'écartaient lentement d'elle. Exposer sa propre mère devant toute la famille. À quel moment cela cesse-t-il d'être la justice pour ressembler à de la cruauté? Après la réunion, il était impossible de prétendre que les choses pouvaient être arrangées avec des excuses et quelques larmes. Mon avocate a agi rapidement avec les enregistrements, le contrat, la coopération de l'acheteur et la déclaration écrite de ma grand-mère sur ses intentions. Nous avions plus qu'un simple conflit familial, nous avions un cas clair de fraude, de falsification et de détournement. La première lettre de mise en demeure offrait une porte de sortie, rendre les bijoux, me dédommager pour le préjudice, et nous éviterions le tribunal. Ma mère a refusé. Elle a appelé ça du chantage, m'a accusé d'essayer de ruiner sa vie et a insisté sur le fait que toute la famille reviendrait à la raison. Ils ne l'ont pas fait. Lorsque la poursuite a été engagée, ce n'était pas seulement mon nom sur la ligne du demandeur. L'acheteur s'est joint à nous, poursuivant pour annuler la vente et récupérer son argent si les bijoux ne pouvaient pas être restitués. Les jours de tribunal se sont parfois confondus, mais certains moments sont restés gravés dans ma mémoire, regarder ma mère lire ses propres courriels à voix haute, forcée d'admettre qu'elle avait falsifié mon consentement, entendre le juge la questionner sur l'utilisation de l'argent pour de la chirurgie esthétique et des vacances après avoir prétendu un besoin financier urgent, voir son avocat grimacer lorsque les enregistrements ont été diffusés, résonnant sur les murs du tribunal au lieu de notre cuisine. Finalement, la décision fut brutalement claire. Le juge a annulé la vente, a ordonné que les bijoux me soient rendus en tant qu'héritière légitime, et a accordé des dommages-intérêts 3 fois supérieurs à la valeur de la vente initiale en raison de la fraude délibérée et du préjudice moral, 33 000 € plus les frais. La voiture est partie en premier. Le prêteur n'était pas intéressé par les explications sentimentales. Puis la maison a été mise sur le marché. Ma mère avait toujours lié sa valeur aux apparences, une belle voiture dans l'allée, des médias sociaux soigneusement organisés, des photos de vacances parfaites. Voir ces symboles s'effondrer n'était ni doux ni triomphant. C'était compliqué. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées au système judiciaire. Quelqu'un lors de la réunion de famille avait posté un court clip en ligne, la voix de ma mère se vantant de briser le fantasme de sa fille pour 11 000 €. Il s'est répandu plus vite que je ne l'avais prévu. Des voisins l'ont reconnu. Des collègues aussi. Son employeur, un bureau qui se présentait comme « centré sur la famille », l'a convoqué pour une réunion.
Peu de temps après, elle a perdu son emploi. Mauvais pour l'image de l'entreprise, ont-ils dit. Marc a demandé le divorce moins d'un mois après le jugement. Dans l'accord de séparation, il a gardé ce qui lui appartenait légalement et a refusé de co-signer d'autres prêts ou de nouveaux départs. Dans une phrase brutale, il lui a dit « Tu m'as appris que si tu es prête à trahir ta propre fille, tu es prête à trahir n'importe qui. » Ma grand-mère a refait son testament, léguant tout ce qu'elle avait modeste, mais à elle, à moi et à mes cousins, avec une clause explicite, Sylvie était exclue de façon permanente. Socialement, ma mère s'est retrouvée sur une île. Ses amis ont cessé de répondre à ses appels. Les gens qui riaient autrefois à ses blagues évitaient maintenant son regard en public. Elle avait passé des années à contrôler le récit, se peignant comme l'héroïne sous-estimée de chaque histoire. Maintenant, les gens l'avaient entendue sans filtre, et ils croyaient ce qu'ils avaient entendu. À travers tout cela, j'ai ressenti un mélange tordu de justification et de chagrin. Mon avocate m'a félicité. L'acheteur m'a remercié d'avoir fait ce qu'il fallait, et a même rendu les bijoux avec de plates excuses pour avoir été impliqué. Sur le papier, j'avais gagné légalement, financièrement, publiquement. Mais debout dans ma chambre, tenant le collier de saphir dans mes mains, je ne pouvais ignorer le nœud dans ma poitrine. Quand la personne qui vous a trahi perd tout argent, maison, mariage, réputation, êtes-vous censé vous sentir satisfait, ou la vraie vengeance s'accompagne-t-elle toujours d'un peu de dommages collatéraux dans votre propre cœur? Des mois ont passé avant que ma mère ne reprenne finalement contact. Les messages ont commencé modestement, des appels manqués, quelques textos demandant si nous pouvions parler comme des adultes. Je les ai d'abord ignorés. Puis un après-midi, un message plus long est arrivé. Elle écrivait qu'elle était maintenant dans un petit appartement, que les gens chuchotaient quand elle entrait au supermarché, que tout le monde s'était retourné contre elle à cause une seule erreur. À la fin, elle a écrit « Tu as eu ce que tu voulais. Es-tu heureuse maintenant ?» Le fait est que je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas malheureuse non plus. J'étais plus libre. J'avais mon propre appartement, mes propres routines, des rendez-vous de thérapie entourés sur mon calendrier. Les bijoux étaient dans un petit coffre-fort, ni exposés, ni à mon cou. Je n'étais pas encore prête à les porter. Ils semblaient être une relique d'une version plus simple de ma vie qui n'existait plus. J'ai accepté de la rencontrer dans un café sur la presqu'île, un territoire neutre où aucune de nous ne pouvait prétendre que nous étions revenus à la normale. Quand je suis entré, je l'ai à peine reconnue. Elle semblait plus petite, en quelque sorte. L'assurance qu'elle portait comme une armure était visiblement fissurée. Elle a essayé de sourire. « Chloé, dit-elle doucement. Tu as l'air différente. » « Toi aussi, ai-je répondu en m'asseyant. Il y eut un long silence gênant avant qu'elle ne se lance. « J'ai tout perdu, dit-elle, la voix tremblant juste assez pour attirer la sympathie de quiconque écoutait. La maison, la voiture, mon travail, ma réputation. Les gens me regardent comme si j'étais un monstre. Ta grand-mère m'a renié. Marc est parti. As-tu la moindre idée de ce que ça fait? Je l'ai regardé dans les yeux. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti, dis-je. De t'entendre parler de me faire du mal pour le plaisir? De te voir vendre la dernière chose que grand-mère m'a laissée et en faire une blague au dîner? Elle a tressailli mais a continué. Les vieilles habitudes ont la vie dure. J'étais sous pression, a-t-elle insisté. Les factures, le vieillissement, tout le monde qui me juge. J'ai pris une mauvaise décision. Mais toi. Tu m'as traîné au tribunal. Tu as retourné toute la famille contre moi. Tu as laissé des inconnus en ligne me démolir. Tu as détruit ta propre mère. Non, dis-je calmement. Tu as détruit la version de toi-même que j'essayais d'aimer. Elle me fixa, des larmes de colère montant à ses yeux. Et maintenant, quoi, exigea-t-elle. Tu veux que je te supplie? C'est ça qui te satisfera enfin. Je ne veux pas que tu supplies, dis-je. Je voulais que tu sois quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Quand tu as vendu les bijoux, je pensais que le pire était de perdre l'héritage. Mais ensuite je t'ai entendu dire que ma douleur était un divertissement pour toi, que 11 000 € valaient plus que ma confiance. C'est ça que je ne peux pas surmonter. Pendant un instant, quelque chose comme un regret sincère a traversé son visage. Peut-être était-elle désolée pour ce qu'elle avait fait. Peut-être était-elle simplement désolée de s'être fait prendre. Je suis toujours ta mère, murmura-t-elle. Les liens du sang sont les liens du sang. J'ai secoué la tête lentement.
Tu m'as appris que les liens du sang ne suffisent pas, dis-je. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent ton ADN. C'est ceux qui refusent de te trahir quand c'est pratique. C'est ceux qui protègent ta douleur au lieu de la monétiser. Elle a détourné le regard, la mâchoire serrée, une larme glissant finalement sur sa joue. Alors c'est tout, demanda-t-elle. Tu me coupes les ponts pour toujours? J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de la réponse. Je ne te promets ni toujours ni jamais, dis-je. Je te dis ceci, je ne te déteste pas. Je ne vais pas passer ma vie à essayer de te faire du mal en retour, mais je ne te dois pas non plus l'accès à ma vie. La confiance n'est pas un droit de naissance. Tu as passé des années à détruire le pont et tu t'attendais à ce que je continue de le reconstruire. J'en ai fini d'être la seule à faire le travail. Nous sommes restés assis en silence, deux personnes liées par l'histoire, mais séparées par des choix. Au bout d'un moment, je me suis levé. Prends soin de toi, dis-je. J'espère que tu apprendras de tout ça. Vraiment. Mais je ne vais plus m'immoler par le feu pour te tenir au chaud. En sortant du café, l'air me parut étrange, plus léger, mais teinté d'une note douce amère. Plus tard cette nuit-là, j'ai finalement ouvert le coffre-fort, sorti le collier de saphir et l'ai attaché autour de mon cou. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu non seulement le visage de ma grand-mère dans le mien, mais aussi une femme qui s'était choisie elle-même plutôt que les dommages hérités. Après s'être vengée, après les tribunaux, l'argent et la honte publique, une question persiste. Gagner contre la personne qui vous a trahi vous rend-il jamais vraiment heureux? Ou la vraie liberté vient-elle de l'acceptation finale que parfois, la seule façon de protéger son cœur est de s'éloigner des personnes qui l'ont brisé?